BFM Business, le focus de Tech & Co. Focus sur les levées de fonds qui se sont multipliées ces dernières semaines, ces derniers mois, ces derniers trimestres. Et on a l'impression que ce mois de juin sera record ou égalera les meilleurs mois de la French Tech, effectivement, en termes d'argent, de millions d'euros levés, tant chez les start-upers, les entrepreneurs, que même chez les fonds qui s'investissent de plus en plus dans ces entreprises. Tech ou pas tech, mais souvent tech quand même. On en parle ce soir avec Marion Chanéac. Vous êt directrice d'investissement de Cap Horn Invest. Marion, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Avec nous aussi Bartosz Jakubowski d'Ixan. Donc vous êtes investisseur, jeune investisseur. Bartosz, exactement. Vous avez quel âge? 26 ans. 26 ans, voilà, tout jeune. Et Boris Golden de Partech Venture qui vient nous voir régulièrement dans le pitch de Tech & Co. C'est le lundi soir, à ce même horaire 21h, mais là qui change d'horaire pour comme ça troubler un petit peu et brouiller les pistes. Investisseur également, Boris, associé peut-être, j'imagine, aussi de Partech. Directeur d'investissement. Directeur d'investissement, c'est bien, c'est bien. Bonsoir Sébastien. Bon, qui veut commencer là sur ce mois un peu fou? Ça a démarré directement sur les chapeaux de roue avec Algolia et on termine le mois avec le rachat de KissKissBankBank par la poste. Alors c'est évidemment deux infos très différentes. Algolia, levée de fonds dans le B2B, installé entre Paris et San Francisco, c'est un peu le Google, donc le moteur de recherche des entreprises, interne on va dire aux boîtes, aux plateformes. Et puis KissKissBankBank, là c'est du grand public, c'est du crowdfunding et c'est racheté par une grande banque. Comment vous regardez cela, ce mois un peu fou, qui va finalement se clôturer demain en fanfare avec Macron, Hidalgo, aux côtés de Xavier Niel pour la station F qui sera inaugurée donc dans le 13e. Une petite remarque, déjà, c'est un peu ce qu'on voit avec les startups en croissance, c'est que normalement, chaque mois est un mois record. Donc évidemment, c'est pas complètement linéaire, mais j'espère qu'en juin l'année prochaine, juin de cette année aurait été un mois finalement comme un autre. Donc faut pas s'étonner finalement qu'on ait des mois de plus en plus gros, c'est le principe de la croissance. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Ça peut paraître bête à dire, mais oui, très juste comme remarque. Il y a peut-être aussi un côté la saisonnalité, l'été qui arrive, donc il y a aussi un effet d'annonce. Faut pas oublier que la levée, on a toujours l'impression que quand elle est annoncée, c'est le moment où elle a eu lieu. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a un timing. Mois après. Ça peut être plusieurs mois après. Les montants qui sont annoncés sont parfois aussi avec BPI, sans BPI, etc. Donc il y a aussi un effet d'annonce. Donc il y a de la com, il y a du timing là. Peut-être que le calendrier électoral n'a pas aidé aussi. On a freiné des cas de fer là, pour pas se retrouver au mois d'avril, avec législatifs, tout ça, les débats. Par exemple, Mélenchon et compagnie. J'ai pas vraiment d'infos d'insider sur les dates effectives de ces levées-là, mais il faut pas oublier qu'effectivement, en soi, on choisit le moment où on annonce et il y a normalement une volonté business derrière le fait d'annoncer soit immédiatement après, soit en attendant un peu un meilleur timing. Vous êtes d'accord avec ça, Marion, Bartosz? Marion. Oui, tout à fait. Après, moi, je pense que le principal message à travers ces très grosses levées de fonds, parce que c'est quand même des montants qui sont assez importants. Algolia, on parle de 47 ou 50 millions d'euros. 53 millions de dollars. 53 millions de dollars. Ouais. Alors moi, je parle Frishti, 30 millions. Une boîte qui n'existait pas il y a 2 ans. Exactement. Dans la food tech, qui livre des plats qu'elle fabrique elle-même dans ses ateliers, dans ses restaurants. Voilà. Après, moi, je pense que le principal message qui est quand même très positif, c'est que la French Tech française est reconnue sur la scène internationale. Quand on parle d'Algolia, on parle d'un moteur de recherche qui dépasse celui de Google en termes de performance, ce qui est quand même assez fort d'un point de vue techno. Quand on parle de Snips, alors moi je parle plus côté B2B parce que chez Cap Horn on est très B2B, allez-y, très peu B2C, donc j'ai pas trop. Chez Snips, c'est de l'intelligence artificielle qu'on met dans tous les objets connectés. L'idée c'est de parler et de pouvoir tout faire à travers la voix. C'est une techno qui est assez hallucinante parce qu'en fait toute la donnée est même stockée sur l'objet. On n'a même plus besoin du cloud pour faire quoi que ce soit. Ils ont levé 7 millions ce mois-ci. Ils ont levé même plus, 13, non 13. Ouais, je crois que c'est 13. Super. Bon, bref, ils ont levé beaucoup, en tout cas. Vous y étiez ou pas? Vous êtes dans le tour de table? Malheureusement, non. Non, d'accord. Mais vous avez regardé quand même? On aurait pu. Est-ce qu'on a regardé? Je sais même pas si on a regardé, je suis pas sûre. Mais en tout cas, tout ça pour dire que je pense que le message clé qui est derrière pour l'instant, c'est que les ingénieurs français sont reconnus au niveau mondial et toutes les grandes écoles françaises forment de très très bons ingénieurs. Donc ça, c'est le premier key learnings qu'on peut avoir. Et on se retrouve, nous, du coup, parfois, mais bêtement, j'ai envie de dire, à faire la moue quand une entreprise nous appelle en disant j'ai levé 1 million, 2 millions, 3 millions, et limite à dire non, c'est pas assez, parce que regardez, on a fait là, on a invité quelqu'un qui a levé 23, 27, 50. Alors qu'en fait, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. Justement, ce qui est intéressant ce mois-ci, c'est que oui, le nombre de levées a augmenté. Le montant de levées par rapport à juin 2016 a fait plus 70% quasiment, donc c'est énorme. Mais surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est la polarisation des levées, avec quasiment la moitié des levées de ce mois qui sont
en dessous d'1 million, et 2 levées gigantesques, donc Algolia, on en a parlé, mais aussi le fabricant de PC virtuel Blade, qui lève 51 millions. Une boîte que personne n'avait vu venir. Moi, quand j'ai appelé vos confrères investisseurs, ils ne savaient même pas que ça existait. Ils trouvaient ça bizarre. Oui, tiens, il y a un investisseur taille là-dedans, on ne le connaît pas, sur la place parisienne et tout ça. Et pourtant, AL2, donc Algolia et Blade, c'est 100 millions, donc quasiment 40% des levées de ce mois. C'est ce que cherche 100 millions, je rebondis, pardon, je vous coupe, Bartosz, mais c'est ce que cherche Bubble. Ils l'ont annoncé chez nous pareil, donc en marge de Vivatech, vous savez, c'est ces taxis volants, 100 millions d'euros, ça paraît considérable. Exactement. C'est comme Sigfox, c'est comme BlaBlaCar. Normalement, c'est rarissime en France. Et pourtant, ce que ça montre, c'est que cette polarisation, elle montre qu'il y a un vivier de jeunes boîtes qui continuent à croître et à se multiplier, et puis des très grosses boîtes qui pourront peut-être devenir des leaders européens nés en France. Et ça, c'est vraiment l'intérêt de cette année, je trouve. C'est ce que veut Macron. Hein. Il l'a dit, il va sûrement le répéter. Boris, est-ce qu'on peut être une terre de licorne? Ok, on a compris, on est devenu une startup nation, comme Israël il y a quelques années. Est-ce qu'on peut devenir une terre de licorne? Alors, en soi, est-ce que c'est un objectif louable d'être une terre de licorne? C'est une terre de la cour des grands, vous voyez venir. Une terre de très belles boîtes. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que du côté investisseur, ce qu'on cherche, c'est les belles boîtes. Et les belles boîtes, certes, le nombre d'euros levés est une mesure, est une sorte de proxy, mais finalement, la réalité, c'est que si on peut faire la même chose en levant 5 au lieu de 50 ou 50 au lieu de 500, c'est mieux. Oui. Ça, faut jamais l'oublier. Donc, à la question, on n'a pas trop de contre-exemples. C'est-à-dire qu'on a très peu de boîtes autofinancées qui sont arrivées à jouer face aux Asiatiques ou aux Américains. Ah, absolument. Maintenant, ça devient quasiment une nécessité de vitesse, en fait. Ça veut dire, et donc effectivement, donc en soi, on fait un peu l'approximation, mais qui est du coup assez logique de se dire lever beaucoup, c'est se donner des chances de succès. Donc ça, c'est vrai. Est-ce qu'on est une terre de licorne? De plus en plus. Dans tous les cas, on a déjà les exemples un peu historiques des Criteo, des BlaBlaCar, des Talend. On en a. PLN qui vaut maintenant 1 milliard. Alors, personne ne connaît parce que c'est du big data. Si on écoute BFM Business, on a pu entendre la direction des fondateurs, parce qu'ils ne sont plus maintenant exécutifs là-dessus. Mais venir nous voir, c'est du big data, donc c'est un peu compliqué, c'est un peu abstrait. Mais ça vaut sexy, mais 1 milliard une belle boîte. à Wall Street. Très belle boîte. 1 milliard de dollars. Absolument. Ça a été créé il y a 10 ans, près de Paris, à Suresnes. Mais donc, oui, donc ce qui se passe, effectivement, très très beau signal, je pense que vous l'avez tous les deux dit, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a plus peur, déjà aussi en France, alors, les entrepreneurs français, les investisseurs français et étrangers, de parier gros et tôt. Parce que ce qui est intéressant dans beaucoup d'élevés, Algolia est une boîte déjà très développée, mais quand on parle par exemple de Blade, c'est très tôt, ils sont en train de livrer je crois leur première précommande, donc 50 millions à ce stade-là c'est très tôt. Oui, on rappelle, donc Blade c'est un PC virtuel en gros, hein. C'est un espèce de boîtier, on n'est même pas obligé d'avoir le boîtier, on peut juste télécharger une application et on a depuis son smartphone ou sa tablette, en mobilité ou chez soi sur son canapé, l'équivalent de la puissance de son portable, parce qu'on s'abonne comme un Netflix ou quoi, ou un Spotify à 20 ou 30 euros par mois. Et quand on y pense, c'est assez rigolo parce que c'était finalement il y a 30 ans l'informatique c'était ça, c'était un gros serveur avec finalement des serveurs, enfin des clients qui n'ont aucune puissance et qui utilisent la puissance du serveur. Donc c'est assez rigolo, une sorte de boucle là qui se forme. Mais effectivement, moi ce qui me marque vraiment dans ces levées là, c'est qu'il y a aussi beaucoup de levées grosses et tôt. Et il y a quelques années, on entendait dire en France finalement un projet qui est jeune, qui n'a pas encore fait ses preuves, on ne sait pas mettre plus de quelques centaines de milliers d'euros ou de millions d'euros. On a plusieurs exemples de projets sur lesquels il y a des dizaines de millions d'euros qui sont investis, alors que ce projet objectivement est très tôt dans sa vie. Ça c'est un super signal. Marion, vous notez les mêmes tendances que oui, Boris? Tout à fait, je suis d'accord. Et en fait, moi, ce que je trouve, pour aller l'étape d'après, je trouve que ça redonne en fait un petit peu d'ambition aux entrepreneurs français. On dit souvent qu'un entrepreneur français, il voit le marché français à la limite l'Europe, mais que les États-Unis, c'est le dernier marché qu'il ira attaquer. Là, quand on voit des levées de fonds comme ça, tous leur objectif, c'est, s'ils n'ont pas déjà fait, d'aller attaquer le marché américain, l'Asie. Et donc, du coup, ça donne en fait une autre dimension aux sociétés françaises et ça redonne de l'ambition aux entrepreneurs. Et ça, je pense que c'est capital dans toutes ces tendances actuelles de levée de fonds assez importantes. Il n'y aurait plus de plafond de verre, Bartosz, pour Xange. Est-ce que vous y croyez? De plafond de verre en termes de levée de fonds? En termes de levée, en termes d'ambition affichée par les entrepreneurs comme effectivement, comme ce qui est très encourageant, c'est que les ambitions des investisseurs et des entrepreneurs, elles se réalisent dans les exits. C'est aussi ça qui est intéressant. En fait, c'est de voir un nombre d'entreprises françaises. Exit, c'est très clairement, je vends ma boîte. Hein. Je vends ma boîte il y a 5 ou 10 ans. En tout cas, je cède la majorité du capital. Je peux en garder une partie. Ouais. On l'a vu récemment avec Zenly qui a été racheté donc par Snap. Moins de
de 2 ans après. Vous nous rappelez ce qu'ils font, Zenly, pour ceux qui n'ont pas suivi? Exactement, donc c'est une application de géolocalisation, c'est un réseau social fondé sur la géolocalisation mobile donc. Très économe en batterie, parce que souvent la géologue ça bouffe la batterie, là c'est pas le cas. Exactement. Ils ont cramé 250 000 batteries pour arriver à cette techno, donc peu gourmande en énergie, et qui géolocalise au mètre près ses amis dans un stade de foot, dans une ville, on va savoir qu'ils sont dans tel bar ou je sais pas quoi. Et Snapchat, donc Evan Spiegel, le fondateur, a flashé là-dessus il y a un an. Je crois que d'ailleurs l'entremise a été faite par Xavier Niel. Limite, ils sont allés sur la plage là, à Los Angeles grâce à Xavier Niel. Et le deal s'est fait assez rapidement en fait. Et aujourd'hui, c'est la nouvelle mise à jour de Snap intègre cette start-up, la techno de cette start-up parisienne qui s'appelle Zenly, et ça vaut autour de 300 millions de dollars. Autour de 300 millions de dollars, dont une partie revient donc aux fondateurs, qui sont des entrepreneurs, et qui vont sans doute réinvestir cet argent, tout ou partie de cet argent, dans des nouvelles startups, ce qui crée une sorte d'engouement et d'inertie en fait des entrepreneurs émérites vers des nouveaux entrepreneurs, et qui permet de faire s'envoler le volant d'inertie des startups françaises, et peut-être effectivement donc de casser ce plafond de verre. Vous les croisez tous après, parfois peut-être. Qu'est-ce qui deviennent ces entrepreneurs, Boris? Là, dans le cas de Zenly, racheté par Snapchat, c'est au moins 15, 20, peut-être 30, peut-être encore plus, 30 millions d'euros qui vont empocher. Alors il y a des aides fiscales, enfin pas des aides, mais s'ils réinvestissent une bonne partie, j'imagine qu'ils ne seront pas imposés à 50 ou 60%. Et donc qu'est-ce qu'ils vont devenir là? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Déjà, je pense que dans l'immédiat, dans le cas de Zenly, ils vont continuer tout simplement à travailler sur Zenly. Ouais. Si j'ai bien compris, c'est ça le principe du deal. Donc là, souvent on reste 1 an ou 2. Ouais. Alors oui, mais il faut voir aussi dans les cas des acquisitions un peu plus modernes, comme c'est le cas par exemple de Facebook avec les WhatsApp, Instagram et co, c'est que c'est pas du tout la fin de la vie de la boîte. C'est pas de se dire bon, je vous rachète, je prends les actifs, vous restez 1 an ou 2 pour vous intégrer chez nous, puis vous partez. C'est souvent de plus en plus, et c'est ça qui devient de plus en plus sexy pour un entrepreneur qui a une vision à réaliser, qui se dit moi c'est super de l'argent et moi j'ai envie de réaliser ma vision. J'arrive, je mets un chèque sur la table, je dis donne-moi ce que tu as fait. L'entrepreneur dit bah non, moi je veux réaliser ma vision. Donc après il y a des choses plus intelligentes, et je pense que Snapchat est dans cette dynamique là avec Zenly, c'est de se dire je vais vous aider à la réaliser plus vite avec plus de moyens. Donc à mon avis, je pense que Alexis et Antoine de Zenly et toute leur équipe, ils vont tout simplement continuer à construire, à faire grandir Zenly. Ils auront certes empoché beaucoup d'argent, même après les taxes. Je pense que c'est des gens qui vont avoir l'envie, d'une manière ou d'une autre, d'irriguer l'écosystème français avec ça, avec cet argent. Ça veut dire investir dans d'autres entreprises, potentiellement dans des fonds, etc. Mais il ne faut pas oublier que tout simplement, la vie d'entrepreneur, souvent, c'est de continuer leur bébé, leur travail, au moins pour quelques années. Et puis après, tout simplement, beaucoup ont quand même la bougeotte et ont envie de recommencer après sur un autre projet, même si ça ne se dégrade pas. Vous restez avec nous, on continue à en parler dans un instant, en cette veille J-1 de l'inauguration de Station F. Ce sera le plus gros campus jamais réalisé, jamais construit au monde, tant par sa taille, on est sur 33, 34 000 mètres carrés, que par le volume de boîtes qui y seront installées à terme. 1000 startups, 3000 postes de travail, des petites boîtes, des startups évidemment naissantes, et aussi des boîtes beaucoup plus matures, des géants. Il y aura Facebook, il y aura Microsoft, plein de boîtes aussi du CAC 40, et des PDG aussi sûrement du CAC 40 qui seront demain présents à cette inauguration. Comptez sur nous, on sera évidemment sur place dès 18h sur BFM Business. Ce sera vers 7h30 sûrement les prises de parole de Xavier Niel, d'Emmanuel Macron. Vous suivrez ça donc tout au long de la soirée. A tout de suite, courte pause, on revient sur ces levées de fonds, vos commentaires, vos questions sur TechCo, le hashtag en 6 caractères TECHCO pour nos 3 invités jusqu'à 21h30. BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coineau. Et c'est reparti donc le focus aujourd'hui sur les levées de fonds. On en parle avec nos invités par Tech Ventures, Xange et Cap Horn Invest. Marion, on l'a pas dit, Cap Horn, spécificité là, ce sont d'abord des patrons, des chefs d'entreprise qui apportent leurs économies. Souvent, c'est des fonds, c'est des instituts, c'est des business angels. Là, c'est des grands patrons. Alors effectivement, l'ADN de Cap Horn qui fait un petit peu sa particularité, c'est que c'est 250 dirigeants d'entreprise qui apportent leurs compétences pour développer, créer de la valeur auprès des entrepreneurs. Ils leur apportent déjà avec beaucoup de plaisir, ils donnent du temps, ils transfèrent leur expertise. C'est pas que de l'argent, heureusement. En fait, oui, de l'argent, c'est de fait, ils mettent de l'argent. Il y en a partout de l'argent. Donc, ça, c'est la base. Ouais. Après, c'est de l'argent pour quoi faire. L'idée, c'est d'accélérer les sociétés B2B digitales dans lesquelles on investit à travers l'effet de levier que nous apportent ces investisseurs. Et c'est vrai que quand ils sont 250, obtenir le bon contact commercial, transférer la bonne expertise, etc., c'est plus facile. Et c'est des gens qui sont très bienveillants avec nos startups et qui sont très disponibles et qui partagent leurs compétences, leur savoir-faire
savoir-faire, leur temps, leur matière grise. Et c'est ça, c'est la force du modèle de Cap Horn, effectivement. Et votre force de frappe, là, été 2017, quelle est-elle pour investir dans les Alors, les on va startups? annoncer, donc je le fais en direct, on va Allez-y, annoncer un deuxième fonds qu'on va clore le 30 juin et il sera annoncé courant juillet de 130 millions d'euros. 130 millions d'euros. Donc, ce qui porte au total... À 180, le premier était de 50. Waouh. Ah oui, vous multipliez par 3 là. Voilà. Énorme. Bon, il y en a eu d'autres, Boris. Iris Capital, 250 millions. Briga Capital, 150 millions d'euros. La famille Pinault, qui veut investir, alors je sais plus, je crois que c'est jusqu'à 250, mais des tickets de 5 à 50 millions par entreprise. Qu'est-ce qui se passe là? On n'a jamais vu de tels montants. L'écosystème grandit et on a besoin de fonds pour le faire grandir. Donc ces levées derrière, elles ont besoin de fonds et ces fonds eux-mêmes doivent lever de l'argent. Donc c'est le prérequis logique à cette croissance dont on parlait tout à l'heure. Et heureusement. Vous dites ça, on a l'impression que voilà, c'est évident, mais me dites pas qu'il n'y a pas un alignement des planètes formidable hein, entre voilà, le calendrier politique, l'inauguration de la station F, plus gros campus au monde qui braque les projecteurs sur nous. Là, il faut saisir l'instant. Là. Oui, la France, c'est plutôt effectivement un beau pays, à la fois pour être entrepreneur et ici. Je pense qu'on est content d'être en France. D'ailleurs, on en parlait pendant la pause, mais un bon indicateur de ça, c'est le nombre de fonds étrangers qui viennent investir chez nous. C'est-à-dire que la France, ça devient extrêmement attractif. Bartosz le mentionnait, le nombre de levées, il y a un pourcentage des levées un peu importantes qui se sont faites en juin, même dans les derniers mois, sans fonds étrangers, il est tout petit. Donc la plupart de ces levées se font avec des fonds étrangers, ce qui est une superbe nouvelle en termes d'attractivité de notre pays. Bartosz, effectivement, donnez-nous les chiffres. Là, si on prend que ce mois de juin, qui a été complètement dingue. Je crois que même la troisième semaine de juin, il y a eu une vingtaine de deals, beaucoup à 2, 3, 5, 10 millions d'euros. Exactement. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on prend une approche un peu data de ce qui s'est passé ce mois-ci, on remarque que sur les levées de fonds de plus de 2 millions d'euros menées par des VC, il y en a à peu près 10 sur le total d'une cinquantaine de levées ce mois-ci. Sur les 10, il n'y en a que 2 qui ne comportent qu'un VC français. Serena Capital dans Cybele Angel et Entrepreneur Venture dans Julidesque. Toutes les autres comportent des VC étrangers. Alors, on pourrait s'attendre à avoir essentiellement des anglo-saxons, c'est un peu le cas, hein. Axel dans Algolia. Axel Partners, donc actionnaire historique entre autres de Google ou Blablacar en France. Exactement. Ou Connect Ventures dans Side. Mais il y a aussi énormément d'Allemands. Il y a eu au moins 5 VC allemands qui ont investi dans des entreprises françaises ce mois-ci, notamment... par exemple, je pense à Project A Ventures dans Mr. BNB, qui est un Airbnb spécialisé sur la communauté gay. Et puis, l'arrivée des fonds nordiques, par exemple, Creandum, le suédois, qui signe son premier investissement, par exemple, en France, avec Clustry. Donc, il y a un vrai dynamisme. Solution RH Exactement. Ouais. Bon, Marion, vous notez aussi cet intérêt des fonds et des investisseurs étrangers pour la French Tech et que jusqu'à là on ne connaissait pas, en tout cas pas dans ces proportions-là. Alors la stat que j'avais, moi, mais c'était sur l'ensemble des levées de fonds, c'était 10% des levées de fonds depuis le début de l'année se font avec un fonds étranger. Oui. Et les exemples que j'ai en tête, c'est forcément les exemples de notre portefeuille, c'est plutôt Runa Capital en parlant de l'allemand qui est chez Simplifield, ou Ledger qui est de la blockchain avec je ne sais plus lequel étranger. Mais effectivement, il y a un dynamisme, et en fait c'est un peu lié à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la French Tech attire, donc elle sait s'internationaliser, attirer des talents et donc du coup attirer des fonds étrangers aussi. Bon, et donc comment il faut regarder là, si on parle de la station F, qu'est-ce que ça peut nous apporter, Boris? Qu'est-ce que ça, alors sachant que ce ne sera pas pour les startups françaises, ce ne sera pas que pour les startups françaises. Alors déjà, je pense, si on regarde au niveau local, ça va faire bouger probablement le centre de gravité parisien. Parce qu'il faut le dire, comme l'écosystème français est quand même très concentré à Paris. Et à Paris, je pense qu'il y aura une surconcentration maintenant des projets, en tout cas très jeunes, vers Station F. Donc ça va être intéressant de voir comment le centre de gravité bouge. C'était surtout Sentier, quand même, historiquement, dans la décennie passée. Sentier, Saint-Lazare, ouais. Exactement. Et donc du coup, ça, je pense, ça va pas mal bouger. Ça va se déplacer de 3-4 km, hein, c'est pas non plus le bout du monde. Oui, mais l'impact que ça va avoir aussi, par exemple, il faut penser à tous ces accélérateurs, incubateurs, coworking space, dont le business model. Ouais. Il y en a des dizaines dont le business model, c'est comme de
devoir payer un bureau à la journée, à la semaine, au mois. La station F arrive massivement avec des infrastructures incroyables. Ça va casse les tirer prix. un peu le. Ça va être quoi, 300 € par poste, c'est ça, je crois? Un tout petit peu moins, mais je Un peu crois. moins de 300 €. Non, mais c'est pas Avec 200. En tout cas, c'est un prix espace de imbattable. travail, espace de loisirs, de réflexion. Une concentration Et puis, de talents, de services, etc. Une infrastructure hyper moderne. Donc ça va faire quand même bouger pas mal les lignes. Donc ça, c'est au niveau plutôt Un local. resto H24, Big Mama, qui cartonne. Le rêve des entrepreneurs. Avec les pizzas à 4 €. Exactement. Ouais. Et du coup, et à l'étranger, ça donne une visibilité. C'est un peu la cerise sur le gâteau de la French Tech. C'est-à-dire la French Tech qui a été une super initiative marketing qui nous montre un peu comme une nation innovante, faisant des startups, etc. Qui a un point de vue marketing, qui est couronné de succès d'un point de vue levée et exit, comme on le voit avec des Zenly Co. Et maintenant, ce plus grand espace, c'est un coup à la fois marketing et logistique de génie. Et ça, c'est vrai que Xavier Niel, là-dessus, on peut le remercier parce qu'il nous apporte quand même énormément. Bon, Ce que mentionne Boris au niveau local, ce qui est intéressant aussi, c'est de le voir au niveau international. Parce qu'en fait, ça braque les projecteurs du monde entier sur la France en tant que pays de start-up. Et quand on voit... ce qui n'était pas évident, de vous à moi. Ce qui n'était pas évident du tout. Pour nous, oui, mais pour le monde entier, non. De plus en plus. Non. Grâce à la French Tech et grâce aux dernières années, de plus en plus. Ouais. Le CES a beaucoup fait aussi, la présence française. Le CES, quand on regarde les classements, alors ça vaut ce que ça vaut, mais les classements de levée de fonds, de plus en plus, Paris, qui était sur le trio de tête, rentre de plus en plus sur la deuxième ou la première place. Donc je pense que maintenant, dans le milieu Il n'y a plus que tech, Londres les gens devant savent. nous. Londres, le UK, qui lève grosso modo encore 1 milliard de plus que nous par an. Pour faire simple. Exactement. Bartosz, je vous ai coupé. Mais en tout cas, ça attire les projecteurs des VC, des journalistes, des grands groupes aussi étrangers, Snapchat avec le rachat de Zenly, mais sans doute beaucoup d'autres aussi à suivre, sur ce qui se passe en France. Et ça, ça peut être que bénéfique, en tout cas, pour les startups françaises. Vous citez donc Zenly, cette app, on en parlait tout à l'heure avant la pause, de géolocalisation, rachetée par Snapchat, le réseau social préféré de la génération Y, pour faire simple, voire un peu avant, les 15-20, 15-25. Est-ce que on a toujours du mal, il faut choisir son camp, est-ce qu'il faut s'en féliciter, c'est super, c'est génial, c'est plus que la fourchette, c'est un coût plus important, enfin une sortie pardon, plus importante que il y avait eu quoi depuis la fourchette Captain Train, racheté par les Britanniques, ou c'est encore ce plafond de verre qu'on va retrouver Marion et qui fait que quand il y a une proposition, un gros chèque qui arrive, on est tenté et puis on stoppe l'aventure parce que oui, ça sera devenir une filiale de Snapchat, quoi qu'on en dise. C'est plus une start-up parisienne. Oui, effectivement, on a envie de penser pourquoi est-ce qu'ils ont... Si c'est vraiment une boîte qui a un potentiel comme Facebook, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas allés jusqu'à l'étape d'après? C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'ils se sont arrêtés là? Pourquoi ils n'ont pas tiré encore la boîte un peu plus loin, quoi? Ça, c'est sûr. Maintenant, moi, je redis ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'ambition des entrepreneurs et le message très positif qui est passé. C'est vraiment, ça tire l'ambition des entrepreneurs français vers le haut. Je pense que moi, j'étais, le soir de l'annonce de Zenly, j'étais à une soirée avec que des entrepreneurs autour de moi. On en a parlé pendant toute la soirée. Et tout le monde disait, c'est super, on va faire ça. Il y a une effervescence qui se crée autour, qui est un message qui est très, On va très faire positif. quoi? On va faire quoi? On a envie aussi de tout cartonner, d'aller plus loin, Ah oui. d'aller se faire racheter par Snapchat et continuer. Oui, mais se faire racheter, voilà. Donc comment on peut jouer dans la cour des grands si on rêve de se faire racheter? Alors, déjà, Boris. alors moi, on connaît Souvenez-vous pas. Wissings, il y a un an, on est allé le voir, Cédric Hutchings, là, à 2 pas, ici les Moulineaux, près de nos studios à BFM à Paris. Bon, non, ne vous inquiétez pas, l'aventure continue, patati patata. Aujourd'hui, la marque Wissings n'existe plus, elle a disparu, c'est Nokia. Tout est brandé Nokia. Oui, alors ça, mais ça, je pense que c'était prévu dès le départ. Oui, Encore une fois, je pense que c'est assez difficile de porter un regard un peu fin sur ça quand on n'a pas l'inside story. Ça veut dire qu'il y a des boîtes dans lesquelles, effectivement, ça marque la fin d'une aventure. D'autres pour lesquelles, quand il y a une synergie très forte entre les deux marques, entre les deux applications, ça peut être un accélérateur incroyable. Quand vous voulez réaliser votre vision, demain, quelqu'un vient vous voir, vous dit, moi, je peux injecter du cash, te permettre en plus, toi, à titre personnel, d'en avoir beaucoup, et être un accélérateur formidable en termes de croissance, de technologie, etc., ça peut être un formidable accélérateur de l'aventure. Donc, je pense qu'il ne faudrait pas tirer un trait trop vite en disant, du coup, c'est la fin, ils ont vendu... Non, mais je On porte aurait pas de pu- jugement, mais je cherche les Evenspiegel français, ceux qui refuseraient 1, 2 ou je sais plus 3 milliards proposés par Facebook, et qui disent non, moi je vaux beaucoup plus, et qui, in fine, effectivement, quand ils se cotent, vaut beaucoup plus que la proposition qu'il a eue un jour par un géant américain. Mais ça, je pense qu'il faut se laisser le temps, tranquillement, que ça arrive. On sait aussi que des sorties du niveau de celles qu'il y a aux US,
en France, c'est pas si courant que ça, même en Europe. Hein. Nous, regardez chez Partech, les plus belles sorties, 80% sont faites aux US. Ça commence à changer, mais il faut pas quand même oublier qu'on a encore cet handicap-là. Les sorties en Europe, on parle beaucoup des levées de fonds records. Moi, j'espère qu'on pourra partir sur ce plateau dans 1 an ou 2 des sorties records. Parce que finalement, in fine, ce qui fera le vrai succès de l'écosystème, la levée de fonds record n'est qu'un moyen d'atteindre le vrai objectif qui sera la sortie record ou la cotation en bourse, etc. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Et de 300 millions de dollars ou d'euros en France pour une application qui est jeune et qui n'a pas levé tant d'argent que ça, ça reste un succès formidable et ça reste dans le très haut de ce qu'on peut espérer en 2017 en France. Donc peut-être laisser le temps à l'écosystème de mûrir un peu aussi. Merci à tous les trois ce soir avec nous. Boris Goldon qu'on vient d'entendre sur Partech Ventures, directeur de l'investissement. Bartosz Jakubowski pour Xange et Marion Chanéac pour Cap Horn Invest. À très vite, courte pause, 21h30 dans un instant. Retour sur l'actu tech de ces dernières 24 heures. À tout de suite.